Bien avant que les fusées ne décollent, bien avant même qu'on puisse sérieusement y penser, un homme a tout imaginé. Avec juste du papier, un crayon et une vision absolument incroyable, il a prouvé par les maths que l'humanité pouvait quitter sa planète. On va plonger ensemble dans l'esprit de celui qui a calculé notre voyage vers les étoiles. Cette phrase, elle dit tout, non? C'est vraiment l'essence même du rêve spatial. Pour Konstantin Tsiolkovsky, c'était une évidence. On n'était pas fait pour rester coincé sur une seule planète. Notre destin, selon lui, c'était de grandir, de nous étendre, d'aller voir ailleurs. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette vision immense, presque cosmique, elle n'est pas née dans un grand laboratoire high-tech. Non, elle vient de l'esprit d'un homme isolé, un instituteur, qui entendait à peine le monde qui l'entourait. Et on peut se demander si ce silence ne l'a pas aidé justement à mieux écouter l'univers. Alors, qui était-il vraiment ce Konstantin Tsiolkovsky? Eh bien, pas du tout le scientifique qu'on pourrait imaginer. C'était un esprit brillant, oui, mais un esprit qui a été forgé par l'épreuve et par une volonté de faire. Sa vie bascule à 10 ans. Sa surdité met fin à son éducation classique, elle le coupe du monde. Mais au lieu de s'effondrer, cet isolement va devenir sa force. Il se jette à corps perdu dans les livres. Il dévore tout seul la physique, les maths, bien loin des grandes universités, et il construit lui-même les fondations de son génie. Et voilà ce qu'il faisait avancer. Ça nous donne la clé de sa pensée. Ses rêves de fusée, de colonies spatiales, ce n'était pas juste de la fantaisie. Ça venait d'un désir profond d'aider l'humanité, de lui offrir un avenir meilleur. Il voulait, comme il l'a écrit, lui donner des montagnes de céréales et une puissance illimitée. Bon, avant de dessiner la moindre fusée, il y avait un obstacle fondamental à surmonter. Une question qui paraît toute simple, mais qui est vraiment au cœur de tout le voyage spatial. Essayez d'imaginer. On est là, flottant dans le noir absolu, dans le vide. On ne peut pas nager, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas pousser sur l'air, il n'y en a pas. Pas de sol pour marcher. Alors, comment on fait pour bouger? C'est le premier grand casse-tête du voyage spatial, et c'est Tsiolkovsky qui l'a résolu. La clé, il l'a comprise, c'était la troisième loi de Newton. Action-réaction. Il est réalisé que ce n'était pas un problème, mais la solution. Pour avancer dans le vide, il faut tout simplement jeter quelque chose vers l'arrière et le plus vite possible. C'est le principe de base de la fusée. Et il a été le premier à l'appliquer de manière scientifique à l'exploration spatiale. Et ça illustre parfaitement sa façon de réfléchir. Il partait d'expériences de pensée toutes simples, presque des jeux d'enfants, comme avec cette toupie. Si on fait tourner la toupie dans un sens, eh bien par réaction, on se met à tourner dans l'autre. C'est le mouvement réactif dans sa forme la plus pure. C'est brillant. Allez, passons de la théorie pure à la machine, parce que Tsiolkovsky n'était pas seulement un penseur, c'était aussi un ingénieur, un visionnaire incroyable. Regardez bien ce schéma, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1903. Il a dessiné une fusée qui a tout d'une fusée moderne. Elle est allongée, aérodynamique, et surtout, elle utilise de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. C'est le carburant de nombreuses fusées aujourd'hui. Et le plus important, c'est ce qu'il y a à l'avant, une cabine pour des passagers. Ce n'était pas une arme, c'était un véhicule pour l'humanité. Mais un dessin aussi génial soit-il, ça reste un dessin, un rêve. Et c'est là que Tsiolkovsky fait toute la différence avec les auteurs de science-fiction comme Jules Verne. Lui, il a fait les calculs. Il a transformé la fantaisie en une science exacte, grâce aux mathématiques. Et la voilà, le cœur de son travail, l'équation de la fusée. Honnêtement, avant ça, le voyage dans l'espace, c'était de la fiction. Après, c'est devenu un problème d'ingénierie à résoudre. Cette formule, elle relie la vitesse finale d'une fusée à la vitesse à laquelle les gaz sont éjectés et surtout au rapport entre la masse au départ, pleine de carburant, et la masse à l'arrivée, une fois le carburant brûlé. C'est la formule qui gouverne tous les voyages dans l'espace. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette équation? Eh bien ce tableau le montre très bien. Pour aller vite, très vite, il faut que la masse de carburant soit gigantesque par rapport à la masse de la fusée elle-même. Pour atteindre l'orbite, vers 11 800 mètres par seconde, il faut que le carburant pèse 7 fois plus que la fusée. C'est pour ça que les fusées sont ces immenses réservoirs qui semblent presque vides quand elles reviennent. Mais Tsiolkovsky, ce n'était pas qu'un homme de chiffres. Le plus fou, c'est qu'il a utilisé sa science pour imaginer, avec une précision bluffante, ce que serait un véritable voyage dans l'espace. Il a décrit ce moment précis, le moment où les moteurs se coupent. Ce passage brutal du bruit assourdissant du lancement au calme total de l'espace. Un sentiment que tous les astronautes décriront des décennies plus tard, exactement comme il l'avait prédit. C'est incroyable. L'impesanteur. Bien avant que quiconque ne l'ait jamais ressenti, il l'a décrite avec une justesse poétique, comme des poissons dans l'eau. Il avait tout compris. Dans l'espace, il n'y a plus de haut, plus de bas. Le mouvement devient libre, sans effort. Et puis il y a la vue, cette fameuse vue de la Terre depuis l'espace, que les astronautes appelleront plus tard l'Overview Effect. Il l'a imaginé, des décennies à l'avance,
la beauté, l'immensité de notre planète, ce grand croissant bleu et blanc flottant dans le noir. C'est la puissance de son imagination, toujours guidée par la science. Pour Tsiolkovsky, il faut bien comprendre que la fusée n'était qu'un moyen, un outil. Le but final était bien plus grand, bien plus philosophique. La vraie question, c'était pourquoi aller dans l'espace ? Et sa vision était grandiose. Il ne s'agissait pas seulement d'aller sur la Lune, non, il voyait des colonies en orbite, l'humanité utilisant toute l'énergie du Soleil, et même, à très long terme, voyageant vers d'autres étoiles quand la nôtre s'éteindrait. Pour lui, l'espace, c'était la prochaine étape logique de notre évolution. C'était la clé de la survie, et peut-être même de la perfection de notre espèce. Et c'est la question qu'il nous laisse en héritage. Aujourd'hui, plus d'un siècle après ses calculs, on envoie des robots aux confins du système solaire, on prévoit de retourner sur la Lune, d'aller sur Mars. On est clairement sur le chemin qu'il a été le premier à tracer. Mais la question reste ouverte. Est-ce qu'on suit ce chemin jusqu'au bout, vers le destin cosmique qu'il avait imaginé pour nous ?